Donc, rapidement, quand même, si on imagine un parcours, commençons quand même, le Centre de la francophonie des Amériques, c'est quand même une organisation qui est assez jeune. Quelques minutes pour vous dire que le Centre existe par une loi depuis, qui a été votée, j'aime ça le dire, à l'unanimité, le 13 décembre 2006. Mais c'est seulement le 17 octobre 2008 qu'on a vu le jour. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous existons. Et notre mandat, vous le savez, c'est, je vais même vous le lire, donc c'est de contribuer à la promotion et la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. J'ai souligné contribuer. On n'est pas là pour remplacer, on est là vraiment pour mettre l'épaule à la roue, travailler en collaboration avec les gens qui sont déjà des organisations sur le territoire. Et la diversité culturelle, c'est fondamental au centre. Cette diversité qu'on a parlé même ici aujourd'hui là, avec le panel fait partie de tout ce que nous faisons. Et notre vision, c'est une francophonie en mouvement, j'ai souligné, solidaire et inclusive. Et donc, nous, on produit des liens. Il y en a qui produisent des biens. Nous, on est dans les liens. On produit des liens, idéalement, qui font du bien. Hein? Et le réseau lui-même, sa mission, vous l'avez peut-être, on n'a pas pris le temps de le regarder, mais c'est un peu... Carole Freinet-Gagné en a parlé, comment c'était cohérent avec qui nous étions. Donc, un réseau de villes francophones et francophiles qui imaginent et développent des projets collaboratifs, imaginent et développent quand même des projets collaboratifs, établissent des partenariats, tissent des liens, comme de raison, qui amplifient le développement touristique, économique, linguistique et culturel des villes membres du réseau et renforcent la vitalité des communautés francophones tout en préservant l'héritage commun. C'est ça qu'on est en train de faire avec le réseau et le centre, et vous, comme de raison, à votre service, vraiment. Mais je commence toujours pour définir c'est qui notre clientèle à nous. Je suis très content du panel ce matin. Ça me permet, là, je n'ai pas fait ça après le panel, là, ça fait ceux qui ont déjà vu ma présentation, d'ailleurs, là, je vois Dolores entre autres, là, je la reprends souvent, Tijan ici. Donc, on travaille avec des francophones. Francophone, dans le dictionnaire, c'est simple, c'est tellement clair, c'est quelqu'un qui parle français. Quelqu'un qui parle français. On ne parle pas d'origine, on parle de quelqu'un qui parle français. Francophone. Nous, on travaille avec des francophones. On travaille aussi avec des francophiles. C'est quoi un francophile? Dans le dictionnaire, ce qui est écrit, c'est que c'est francophile, amoureux de la francophonie. Donc, moi, je suis francophone, je parle français, et je suis francophile. Puis je suis aussi plein d'autres choses, comme disait mon ami Martin, là, mais je veux être le plus inclusif possible. Et je dis souvent aussi qu'il y a beaucoup de francophones qui ne sont pas francophiles. Et il y a aussi beaucoup de francophiles qui ne sont pas... Exactement. On veut travailler avec tous ces gens-là. Et j'ajouterais aussi, comme disait Peter, l'autre. L'autre, ça se peut que ça soit anglophone, créolophone, eusophone, puis je pourrais continuer tous ces autres-là dans les Amériques. C'est notre mandat. Tout ça dans ce devenir. On est dans ce devenir et je veux toujours leur amener ce petit élément-là. Nous sommes dans un processus. Le statu quo n'existe pas. On avance ou on recule et nous, on est dans ce devenir francophone dans les Amériques. Ça, c'est notre terrain de jeu, notre carreau de sable, les Amériques. Vous savez comment est-ce qu'il y a je vais passer rapidement, là. On est 33 millions de francophones, donc de locuteurs de français dans les Amériques. Puis regardez rapidement, 10,4 au Canada, 11 millions aux États-Unis, 9,7 dans l'espace Caraïbe et en Amérique latine, 2,8 millions. 33 millions au total. Ça fait 4 % de la population des Amériques. Puis notre travail, nous, naturellement, c'est d'agrandir cette francophilie dans les Amériques.
puis à part plusieurs projets, mais aujourd'hui, on se concentre sur le réseau des villes. Pour vous donner une image, ça, c'est en 2000-2001. C'est le français parlé à la maison en Amérique du Nord. Ça vous donne une idée d'où se retrouvent ces parlants français en Amérique en 2001. Ce qui est important de voir, c'est surtout là, pour nous, là, que c'est très important de comprendre. Voici maintenant la prochaine, là, j'ajoute là-dessus les origines francophones en Amérique. Oh! Ça, c'est en 2000-2001, la population d'origine ethnique française en Amérique. Ça ne calcule pas ça, tous les francophiles qu'on parle de tantôt, tous ces amoureux de la francophonie. Ça vous donne un peu là, le potentiel que nous avons avec cette histoire d'aller comme ça en arrière pour aller raconter ses origines, travailler avec tous ces gens qui sont amoureux de cette francophonie-là, puis faire émerger, faire apparaître cette francophonie-là dans les Amériques. Malheureusement, quand on faisait ça, on était dans un paradigme Amérique du Nord. Nous, on est dans le nouveau paradigme de l'ensemble du continent. On parle aussi des Caraïbes et de l'Amérique latine. Toujours dans ce devenir, effectivement. Donc, comment ça marche, devenir francophone? Là, je vais vraiment basic. Moi, je fais une approche, là, je ne suis pas spécialiste du tourisme, je ne suis pas un spécialiste de rien. Finalement, comment je dirais, je suis un PDG. Non. Je travaille avec plein de spécialistes. Donc, et quand je suis arrivé ici, d'ailleurs, à Rivière-la-Paix, puis on m'a passé les clés du centre culturel, on m'a dit « Tiens, ça y est, on se revoit dans un mois ou dans 2 mois. Tu es maintenant responsable du développement. » Et je n'avais pas de manuel, je n'avais rien pour savoir, mais comment on fait ça, ce devenir, ce développement de la communauté. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai compris certains éléments, je pense. Moi, je suis parti de façon le plus basic, là, avec une petite fleur comme ça, dans un petit verre d'eau, avec un petit colorant. Hein? Vous savez ce que ça fait quand on met la fleur dans ce contenant, n'est-ce pas? Oui. Donc, la fleur va prendre la couleur de son milieu. Bien, moi, je me suis dit, OK, partons de ce principe-là. On a un individu, une communauté avec un accent, une histoire, une couleur. Donc, voilà la couleur. Qu'est-ce qui arrive quand on le baigne dans cette communauté-là? Prend la couleur de cette communauté-là. Donc, je me dis, bon Dieu, c'est exactement ça mon travail, c'est d'avoir une influence sur cet environnement-là. Et encore là, c'est beau de comment on fait pour donner cette couleur-là, ce milieu-là. Et j'ai réfléchi. J'ai parti on ne peut pas parler des Amériques. Quand j'étais à Rivière-la-Paix, je suis parti de la région de Rivière-la-Paix. Et donc, un contour social bien défini. Puis essayons de deviner qu'est-ce qui influence les gens dans ce milieu-là. Et tranquillement, ceux qui ont suivi depuis les 40 dernières années le développement des communautés, au départ, on parlait de culture. On était pour sauver la culture, puis là, je vais aller rapidement, mais je suis arrivé avec 8 secteurs qui ont des influences là, sur les gens qui habitent cette communauté-là, qui vient colorier, avoir une empreinte dans le milieu. Et je suis arrivé à l'éducation, les communications, la culture, l'économie, la santé, le sport et loisirs, foyer et spiritualité. Roger Dallaire disait qu'il perd sa foi, perd sa langue. C'est tellement important, cette composante politique et juridique. On est un peu, ça c'est le développement global. Donc, je me suis aperçu qu'on est comme des éponges qui baignent dans ces communautés. Et ici, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va entendre pourquoi tu fais simple, puis on ne dit pas ça, par exemple, en Gaspésie ou encore quand on est franco-francescois. On prend des couleurs, et vous voyez un peu, donc, et plus on est jeune, plus on prend ce jus de la communauté. Donc, je suis parti de ce principe-là. Et dans ce que nous travaillons aujourd'hui, on s'est concentré sur 2 secteurs, c'est-à-dire dans le réseau des villes, on va parler de développement économique, le tourisme c'est économique, et on va parler de culture. Bon.
Simplement, j'ai choisi des roues d'engrenage parce que des roues d'engrenage, ça a des dents. Puis c'est trop simple de dire culture ou éducation ou développement économique. Donc, plus en éducation on a d'infrastructures, plus on a d'influence. Donc, je me suis dit, partons là, du berceau au tombeau. Il faut travailler sur l'ensemble, il faut donner au moins l'accès, la possibilité d'accès à l'éducation en français. Puis je pourrais continuer comme ça pour chacune des roues, puis chacune des communautés qui vont, dans son contour social, va se définir des stratégies, va se donner des objectifs, des résultats, et tranquillement, on avance comme ça. Et ça s'opère. Tout ça, ça s'opère. Ça, ce sont les éléments opérationnels qui assurent la durabilité du développement. Je passe rapidement encore là-dessus, mais je trouve que ce sont des éléments que des fois, on passe trop vite. La gouvernance de n'importe quel projet, c'est important. La participation citoyenne, c'est tellement important. Plus les gens vont mettre les mains à la pâte, puis ils vont avoir le sentiment de responsabilité, de ownership de ce projet-là. Donc, gouvernance du projet. Important, vous allez voir, pour nous, dans le projet de réseau des villes, de développement des communautés, la participation de la jeunesse, d'avoir cet élément intergénérationnel dans l'approche que nous avons du développement. Et là, je passe rapidement, gestion des finances, tout ce qui est marketing, ressources humaines, planification et tout ce qui est infrastructure. Ce sont les éléments opérationnels pour assurer le développement durable de nos projets. Et je parle rapidement aussi d'un système d'encliquetage. C'est bien beau, là, faire tourner ses roues. Hein. Vous savez, dans une roue d'engrenage, il y a comme un ressort. Puis des fois, ceux qui ont vécu la gestion scolaire, entre autres, là, on était là, puis on tournait, puis il y avait plus qu'on tournait, plus qu'on avançait, plus que la tension était... des fois, on avait le goût de lâcher. Puis comment se fait qu'il y a juste moi qui ai les mains là-dessus? Puis vous savez, comment on enclique le développement de la communauté? Parce que si on réussit à tenir assez longtemps pour avoir assez de tension, c'est la communauté qui va changer, qui va se transformer. Et ça prend des bras, puis ça prend des mains, puis ça prend du monde, puis ça prend une grande mobilisation pour tourner ces roues-là. Ce sont Donc, l'encliquetage, c'est bien simple. Un dispositif ne permettant le mouvement de rotation d'une roue que dans un seul sens. J'ai trouvé ça, moi je cherche souvent dans le dictionnaire, je n'ai pas eu les cours de latin comme M. Lavoie, donc avec les outils du bord. Hein? Donc, l'encliquetage, simplement, là, un agent de développement, comme de raison, c'est ce fameux mécanisme, justement, là, et socialement, bien, c'est politique. C'est le politique. C'est premièrement politique. Si on avait eu la gestion scolaire et que le politique avait embarqué tout de suite, on n'aurait pas eu besoin d'aller au juridique. Et quand le juridique, il décide, bien, le politique, après ça, il met les choses en place et nous, on passe à d'autres choses. Des fois, on a oublié de passer à d'autres choses. Là. On est resté longtemps là, mais il faut passer à une autre chose. Il y a un autre élément d'encliquetage, pour moi, qui est super important, puis le réseau des villes, et il l'a. C'est quelque chose qu'on n'a pas compris et qui est le temps, là, je pense, de le mettre en place. C'est à l'interne de nos communautés. C'est nous qui avons le contrôle là-dessus. Il faut, nous, changer la façon de voir les choses. Et ce système d'encliquetage, pour moi, c'est l'économie. C'est un des éléments les plus puissants de changement social. Vous savez, si qu'on soit au Québec, ou n'importe où dans les Amériques, qu'est-ce qui a été l'élément qui a fait le plus de conséquences sur l'assimilation, par exemple? L'économie. C'est l'économie, totalement l'économie. Le Québec, il y a à peu près une quarantaine d'années, a décidé de se prendre en main puis se donner des outils économiques. On n'est plus né pour un petit pain, on n'est plus... Ils sont donnés des politiques qui mettent en place ce système-là. Donc, voilà, l'économie. Et grosso modo, là, rapidement pour arriver au réseau des villes, ça, c'est le mécanisme là, en macro de développement des communautés. C'est un mécanisme qui est synergique, qui est interconnecté. Et ça aussi, comme organisation de développement, on doit apprendre de tout ça. Si moi, je suis dans un secteur culturel, bien, je suis relié aussi à l'éducation, je suis relié aussi à la santé. On l'a vécu quand on a ouvert nos premières écoles, on pensait qu'on avait fini, là, sauver le monde. Et on s'est aperçu dans les premières semaines que, oups, les gens de santé, ils rentraient dans nos écoles, puis là, on n'avait pas pensé, puis eux autres non plus, que ça prenait des gens qui venaient
faire les vaccins, puis il serait mieux que les petits qui parlent dans leur langue. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout interconnecté. Plus qu'on le pense, et nous, dans ce projet de réseau des villes, il faut s'interconnecter. Il faut aller chercher des synergies, l'interaction des uns des autres. Si j'ai un impact en éducation, nécessairement, j'ai un impact, sans le voir, en culture, etc. Bon, créer une route touristique. Si je pars de tout ça, en tout cas de notre façon de réfléchir ensemble à l'équipe, j'ai trouvé, j'ai tout pris sur des photos sur l'Internet, là, mais j'ai trouvé, mon Dieu, qu'elle parle fort, cette roue-là. Une roue qui n'a pas de ces dents-là ne peut pas avancer. Hein? Donc, et qu'est-ce qui fait avancer ça? C'est les gens, c'est la mobilisation. Il faut avoir de maximum de personnes qui participent au projet. Plus il y aura de personnes, plus le projet va pouvoir vraiment avancer. C'est plus dur, hein? C'est plus long, c'est dur, il faut communiquer. Lui, je l'aime moins, elle, toujours en train de parler de moi. Ça fait partie de la vie, ça. Ça fait partie de tisser des liens puis de faire communauté. T'sais? Et je vais en parler tout le long, je vais le ramener tout le long parce que ça n'avancera pas. Il n'y a pas personne qui va faire un héros de lui ou de elle et qui va réussir à mettre ça tout seul en place. Donc, je vais le ramener régulièrement. Donc, la mobilisation, la communication, puis un plan. 3 éléments qu'on s'est dit qui étaient prioritaires. Les Amériques, c'est bien gros. C'est impossible pour le centre non plus de faire ça tout seul. Donc, on va descendre un peu sur le territoire. On s'est dit, bon, ben dans l'Ouest canadien, on pourrait commencer par Calgary avec Rouleauville, où il y a déjà tellement des gens qui travaillent depuis longtemps. On aurait pu commencer aussi à Edmonton avec tout ce qui se passe avec Saint-Albert, Centralta, Beaumont, ou bon. Comme je connais un petit peu plus la région de Rivière-la-Paix, j'ai décidé d'aller vers la région de Rivière-la-Paix pour le projet. L'équipe, le caucus, le plan. Vous savez, moi, je trouve ça tellement super. Là, au football, vous connaissez le football canadien, là, le football, pas le foot, là, mais le football. Hein? Donc, ils vont faire un jeu. Ils sont en train de faire quoi? Un petit caucus ensemble. Il y a toutes sortes de joueurs. Il y en a ils vont receveurs, il y en a ils ont chacun leur fonction. Et le corps arrière va donner un jeu, puis tout le monde va l'exécuter. Puis lui, il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Puis quand il lance là, 100 verges. Il faut que le receveur soit là, puis que les autres soient organisés, parce que ça ne marchera pas. Et chacun a une fonction très importante à jouer. Il y en a juste un qui va avoir le ballon, mais c'est toute l'équipe qui va courir avec. Donc, pour moi, c'est tellement important c'est impossible de réaliser un projet si on n'est pas en équipe, si on n'a pas un caucus comme ça, puis un plan. Parce que les autres, ils nous attendent. Il est tout seul, là, mais ils sont 20. La région de Rivière-la-Paix. Donc, je reviens avec mon contour social, et puis j'essaie de voir quelles sont les villes. Comme on a fait ici, on essaie de faire de la promotion. Est-ce que ça vous tente d'embarquer? Ça vous tente de jouer au football, gang? T'sais? Je vais rencontrer la ville. Et puis, tranquillement, donc, on a Saint-Isidore, Marie-Reine, Nampa. Il n'arrive pas à bonne place, mais c'est ça que je voulais faire. Falaire, McLennan. Et puis, bon, les villes embarquent tranquillement. Quand il y en a 2, 3, 4, d'un coup, là, les gens commencent ça leur tente. On est en train de manquer une belle game, là. Mais ce n'est pas tout d'avoir des gens. Il faut formaliser. Il faut créer ces liens-là. On crée des liens par des ententes. On s'engage en quelque chose, on signe une charte, on dit voici ce qu'on est en train de faire ensemble. Et tranquillement, bon, c'est ça, les gens signent c'est pas important comment, là, bon, voilà. Ici, on a des gens qui commencent des villes, des organisations à travailler ensemble. Ce qu'on est en train de faire, puis c'est vraiment des choses qu'on oublie, hein, le capital social. Le capital social, c'est les liens qui existent dans une communauté. Les liens d'entraide, des liens... Puis dans les nouvelles technologies, puis nos façons de faire aujourd'hui, on a tendance à être tout seul, chacun sur notre bord, puis on est tout seul même dans notre grosse maison, puis dans le sous-sol, puis on regarde la télévision ou jouer. Fait qu'on est de plus en plus tout seul, puis le lien social est en train de se déchirer, ce tissu social. Et ce projet-là ramène ces liens. On met beaucoup d'importance sur le capital social.
des longues histoires là-dedans, là, sur le capital social, des études qui ont été faites partout, c'est extraordinaire. Avec le temps que j'ai, je vais y aller rapidement. Donc, ce beau tissu social. Et quand on a tous ces éléments-là, on a une grappe. J'aime travailler avec des grappes. Hein. J'aime l'image d'une grappe. Dans une grappe, il y a des grosses villes, il y a des moyennes villes, il y a des petites villes. Et si on travaille ensemble, on est gagnant. Peut-être que chez moi, tiens, je vais choisir Saint-Isidore, en tout cas de souvenir. Là. Il n'y a pas d'hôtel à Saint-Isidore encore. Hein? Il n'y a pas d'hôtel. Mais s'ils travaillent avec Peace River a des hôtels. Donc, hein, ils ont des restaurants, donc, s'ils travaillent ensemble, puis qu'ils offrent un circuit touristique ou quelque chose, ils sont gagnants toutes les deux. Des ententes gagnantes. Et bon, on pourrait continuer comme ça. C'est très important. Puis en plus de ça, si on vend un produit, on est plusieurs à le vendre. Puis on a toute la possibilité de... Bon, voilà. La grappe, pour moi, elle est très importante. Et quand on va travailler avec nos collègues du Centre de développement économique de l'Alberta, on va identifier des concepts de grappe de ville. Là, je vais aller plus vite. Bon, ça nous prend un plan. Je reprends mes roues. Nous, on a identifié, souvent les gens disent, il y a trop de secteurs, on devrait se concentrer sur le tourisme. On se concentre sur le tourisme. Première chose, ça prend une histoire. On s'est dit qu'on bâtissait ce circuit, ces routes touristiques en fonction de notre histoire, de notre patrimoine, de notre généalogie, de notre mémoire. Partons de l'histoire. Ensuite de ça, regardons tout le concept tourisme. L'économie, il faut que ce soit la durabilité, la culture et la jeunesse. Ce sont les 5 vecteurs qu'il y a dans le plan stratégique aujourd'hui. Ils sont interconnectés. Si je travaille sur un, il va avoir un impact sur l'ensemble. Et naturellement, ça c'est merveilleux, c'est un soir, je racontais ça à mes collègues au bureau, je pensais au plan de développement. Tout d'un coup, j'étais presque endormi, puis il y a une roue rouillée qui a commencé à tourner toute seule, je ne l'avais pas vue. J'ai dit, bien voyons donc, c'est normal, parce que c'est interconnecté. Et donc, il y a des secteurs qui, naturellement, qu'on n'avait même pas pensé, puis qui vont s'organiser autour de ça. On n'a pas besoin de penser à tout. C'est ça qui est merveilleux avec le concept. Concentrons-nous sur les éléments qu'on peut faire, puis les autres vont venir naturellement. Ah bon, là, très rapidement, l'histoire. Pour arriver à l'histoire, on a développé des partenariats dans les Amériques. Il y a aujourd'hui une présentation du Musée de la mémoire de Saint-Jean-Port-Joli, qui a fait de la recherche, a fait cette démarche, a amené des technologies, des méthodologies pour aller chercher ces mémoires-là. On a aussi des ententes avec Sao Paulo, le Musée de la personne, qui a investi pendant 25 ans sur la technologie sociale de la mémoire pour la revitalisation culturelle. Ils s'en servent partout sur la planète, en Afrique, en Europe, au Brésil, etc. Il y a un savoir extraordinaire. On l'a. Maintenant, on a pu l'avoir pour vous, pour la partager, ce savoir-là, en français, naturellement. Et dans tout ça, il y a le tangible. Il faut aller, dans un premier tour, aller dans le tangible, mais c'est souvent l'intangible sur lequel il faut aussi capitaliser dans ces éléments-là. Ça peut être des conteux, ça peut être... vous savez, dans tout ce qu'on a organisé ici, une chose qu'on ne pouvait pas organiser, c'était l'intangible. Mais on le surveillait. On parlait souvent ensemble, l'équipe. Et puis, mais quand on vous voyait au spectacle hier soir, après le spectacle hier soir, on n'avait pas planifié ça, mais il y avait beaucoup de bonheur. Et ça, c'est important. Même des fois, c'est ça qu'on va se rappeler, l'intangible. Donc, il faut investir, il faut faire cette recherche-là. Et il y a tout un processus, une méthodologie aussi pour l'intangible. Oui, j'ai dit ça. Oui, c'est ça. Une communauté, c'est comme un produit du terroir. Il y a José Bourgoin, je ne sais pas si vous avez eu la chance de participer. José Bourgoin a fait un atelier sur le terroir. Elle est partie des produits. Elle a fait de la mémoire. Elle est partie faire la recherche de ce produit-là, d'où il vient, puis comment on le faisait, puis etc. Puis à partir de là, elle a fait un produit. Je ne sais pas si c'était le bison. Je ne sais pas si il l'a appelé le bison touron ou quelque chose comme ça. Il a donné peut-être un nom. Et puis voilà. Bien, nous, on pense
on va faire comment je peux dire, c'est la même procédure pour une communauté. Elle a une histoire, elle a toutes ses façons de faire et on peut faire un terroir de les gens qui vivent sur ce territoire-là. Donc, voilà. Tranquillement, l'histoire, on aurait pu passer du temps là, sur l'histoire de cette région-là, mais je vais passer rapidement. Je retourne là avec l'entente qu'on a développée, ma fameuse grappe, et puis on a défini l'histoire par un processus. Là, c'est tout égal, mais ça se peut qu'il y en ait 3 qui soient... Bon, c'est très simple que je vous montre, mais c'est un processus d'agent de développement, le 101. Une fois qu'on a ça, on part, là, on a du matériel pour développer, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on met ça là, en valeur, tout ça? Donc, on est vraiment là, dans un mode séduction. Moi, j'aime ça, le mode séduction. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose, il faut se mettre vraiment, là, on sort, là, tu sais, on s'habille un petit peu, on essaie de se peigner, on fait ce qu'on peut, là, mais, tu sais, on se met en mode séduction. On ne peut pas sortir et plaire aux gens juste en pyjama, là, veut dire, tu sais, il faut que tu t'arranges. Mais comment on s'arrange comme communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mode séduction? Même entre nous autres, se regarder dans le miroir et dire « maudit qu'on est beau ». Il faut faire cette démarche-là pour nos communautés. Il faut se trouver beau, parce que si on ne se trouve pas beau, je ne sais pas si les autres vont nous trouver bien beaux. Donc, en mode séduction. On dit, nous, au centre, dans nos recherches, c'est ça que les premiers qui vont triper de cette démarche-là, c'est les gens qui habitent ce territoire-là. Les jeunes qui vont apprendre leur histoire, hein, les moins jeunes aussi, etc. Donc, tout ce processus-là, là, si on le fait pour nous, on ne le fait pas pour les autres, faisons-le d'abord pour nous. Soyons dans toute cette démarche-là pour gagner, puis le reste va venir par la suite. Monsieur Arsenault disait, si vous le faites pour de l'argent, juste pour l'argent, ça va paraître. Faites-le d'abord pour vous. Donc, les inventaires qui devraient être faits, les études de marché. Et moi, j'aime bien ça. Là, Che Guevara disait, là, soyons réalistes, visons l'impossible. Je trouve que c'est ça le développement. Il faut être exagéré dans notre démarche. Peut-être qu'on va se rendre à moitié ou aux 3/4, mais c'est bien plus que si on est réaliste puis quelqu'un nous dit c'est impossible. T'sais. Moi, impossible, ça me stimule. J'aime ça qu'on me dit ça. Ça me dit OK, super. Essayons, au moins. Donc, on a dans cette région, ce contour social, une communauté avec des ententes, on a une histoire, et là, je fais ça très simplement, mais on s'est tracé un circuit touristique ensemble, en fonction de ces histoires, en fonction de ces éléments-là. Hey, mon équipe, faites-moi signe s'il reste... ça va bien. Donc, l'économie. L'économie, pour moi, je l'ai dit, là, c'est la fondation sur laquelle on bâtit une communauté. Quand il n'y a plus d'économie, la communauté va partir, va se défaire, elle va se... Donc, faisons l'inventaire des services en français, parce qu'on veut aussi... je dis services en français, mais je devrais même dire des services là où le français est aussi disponible. Il ne faut pas se renfermer dans nos affaires, mais il faut essayer de... Si on invite des gens à visiter cette francophonie à Rivière-la-Paix, bien, il faut que, nécessairement, on les accueille. Donc, bien aussi faire les inventaires des services en français où le français est présent, qui est non existant. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme service? Comme je disais, c'est nous d'abord qui allons profiter. Il faut avoir un concept, une stratégie. Si on consomme chez nous, si on s'appuie puis qu'on achète localement, toute cette idée de consommation, de s'entraider entre nous, on a bien plus de chances que ça fonctionne. Donc, puis là, je pourrais en mettre là, stratégie de valorisation d'embauche bilingue. C'est pas besoin d'avoir juste des francophones, mais si à valeur égale, il y a quelqu'un qui, en plus de ça, est bilingue, pourquoi on ne met pas ça en place?
La loi 101, c'est un peu ça aussi. Au Québec, c'est là qu'ils se sont vraiment protégés. Hein? L'affichage, les milieux de travail, tous ces éléments-là. C'est pas fait juste pour le Québec. Il y a une réflexion, il y a une réflexion qui est reprise un peu partout là, sur la planète. Donc, on devrait aussi, dans un partenariat avec le Québec, de s'en inspirer puis se donner des stratégies aussi au niveau économique. Bon, s'afficher, puis tout ce qui est les alternatives de développement économique. Dans tous les universités, de moins en moins, mais on parlait juste des formations économiques, mais très traditionnelles, l'économie, là. Mais il y a tellement, tu sais, l'économie collaborative, on a eu une présentation ce matin, sociale, solidaire, il y a l'économie mauve, l'économie bleue, l'économie verte, il y a plein de... Essayons d'évaluer, de regarder, d'explorer ces autres formes d'économie, tout dépendant d'où nous sommes. Donc, on avait cette ville, cette région, c'est-à-dire avec un circuit, et là, ici, on a de plus en plus là, de contenu. On sait ce qu'on a comme ici en économie. Culture, la même chose, cette idée d'authenticité. M. Arsenault en a parlé, la chaire de Transat, hein, sur cette importance d'authenticité. Ce qui est merveilleux dans l'authenticité, c'est que dans cette région-là, il y a une authenticité qu'on ne peut pas reprendre à Bonnyville ou à Plamondon ou à Edmonton ou à Calgary, ou, bon, etc. Donc, chacun a son authenticité. Donc, on fait les inventaires de ce qui existe. Même chose, même processus. Et, hier, on a eu aussi, Suzanne Campagne nous a présenté un concept terre ferme, très local, puis l'impact que ça a eu là-bas. Paul Arsenault nous disait, ce qui est vraiment porteur dans un projet comme ça de touristique, c'est l'événementiel. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est comment ça s'appelle, la fabuleuse, une communauté qui se met ensemble pour raconter son histoire, des chevaux, des chariots, des extraordinaires. Bon, tout, quand je dis visons l'impossible, tout est possible. Donc, on a fait le travail ici au niveau, on a répertorié, on sait, on commence à avoir un offre. Et puis, bien, la jeunesse, cette jeunesse qui, je disais, dans la gouvernance, la jeunesse qui va ramener, vous savez, toute la question de rétention de nos jeunes. Pour les retenir, bien, ça prend une économie, ça prend une place pour travailler. Puis si on regarde dans le monde du tourisme, la main-d'œuvre, c'est la jeunesse de façon majoritaire. Donc, ces jeunes-là ont une place importante à jouer. Ils sont créatifs. Paul Arsenault parlait de l'importance des technologies. Ils sont là, puis ils sont prêts à jouer leur partie aussi. Donc, voilà, on a créé une route. On a créé une route, mais notre projet ne peut pas s'arrêter juste là. Notre projet doit nécessairement être inclusif. Fait partie des valeurs. Fait partie des valeurs aussi de la francophonie internationale. Hein. Il y a Senghor qui disait que la francophonie, c'est cette humanité qui se tisse sur la terre. Et si on fait nos affaires toutes seules, dans nos coins, je disais à mon ami Dolores tantôt, vous savez, il y a eu un temps où on devait faire des choses très difficiles. On a fait de la gestion scolaire, puis on l'a fait de façon homogène. C'est important, cette partie-là, puis ça a été dur aussi, parce qu'il y a eu comme une division. Ça a été dur sur l'autre. Il s'est senti aussi rejeté. Mais Denis Vincent me disait, oui, mais quand moi je fais de la santé, que j'accueille quelqu'un dans mon cabinet, je ne fais pas ça 30 à la fois, là. Je fais ça un à la fois. On n'a pas besoin d'être homogène dans tous nos secteurs. Donc, je pense qu'on est rendu là, à ce nouveau monde là, de spectacle. Hier, ils nous l'ont bien dit. Et ce nouveau monde doit être inclusif. Et bon, pour illustrer ça ici, il y a pas loin de Peace River, là, je pense que ça c'est vrai, qu'il y a Cadott Lake, puis il y a des Autochtones, et puis qu'il y a des liens. Puis c'est des liens qui peut-être c'est le temps d'aller renforcer ces liens-là avec cette communauté des Premières Nations. Donc la francophonie, ce n'est pas une fin. La francophonie, c'est un moyen de bâtir ces communautés-là. Et si on fait ça pour les Premières Nations, puis qu'on bâtit avec eux des ententes de partenariat, puis qu'on fait la même démarche qu'eux autres, ils vont définir leur histoire, leurs éléments festifs, et il y a un deuxième réseau qui est en train de se mettre en place. Un réseau avec qui on va collaborer.
Et là, j'invente peut-être un peu, là, mais tiens, je me suis dit, pourquoi pas? Souvent, dans l'Ouest canadien, il y a des Allemands, hein, c'est les Premières Nations, ou encore des Ukrainiens. Et s'il y en avait une communauté ukrainienne à côté, pourquoi pas faire la même chose avec eux autres et puis être ce leader communautaire qui va faire un peu le même processus et qui va lier. Pourquoi on ne le ferait pas? Je pense que la francophonie est en train de briser l'isolement. On est en train de vivre et on est apprécié de l'autre. Et nous apprécions l'autre aussi. Et on est gagnant ensemble en travaillant comme ça. Donc voilà, on est rendu avec 3 réseaux pour la région de Rivière-la-Paix. C'est un peu le processus que nous, on a vu, la vision de ce projet-là qui va se faire. Là, bon, je donne un exemple ici très rapide là, à Rivière-la-Paix. Et le Centre de la francophonie est là pour servir, pour accompagner ces grappes dans les Amériques, faire la recherche et le développement. On est en train de développer plusieurs ententes avec la UF là, très prochainement, avec Logique que vous avez rencontré aujourd'hui. On parle avec la Fondation de la langue française. On parle avec plusieurs organisations qui veulent voir ce projet-là se réaliser. Chacun peut mettre l'épaule à la roue. Bon, toutes sortes, vous avez vu, j'imagine. Là, et là, si on recule, si à ce moment-là, Peace River a ses réseaux, et si en plus de ça, Edmonton en a fait un, hey, ça serait merveilleux. Je vois des fois, là, on est en train de creuser une montagne, chacun sur notre bord, Peace River s'en vient Saint-Barth, puis Edmonton, puis un jour, on va se rejoindre, on va connecter nos réseaux. Celui de... Tiens, je dis n'importe quoi. Celui de Peace River ça va s'appeler, tiens, Léopold Bergeron. Le circuit Léopold Bergeron. Et l'autre s'appellera, Edmonton. Vous voyez? Et puis, ça pourrait continuer comme ça avec Rouleauville là, qui va se joindre à Edmonton. Et pourquoi pas s'en aller avec Bonnyville, Saint-Paul, Plamondon. Et tiens, la Saskatchewan, Suzanne Campagne, qui est en train d'organiser sa gang, sa grappe, et puis elle vient nous rejoindre. Puis la gang de Manitoba, puis bon, vous voyez un peu l'idée, hein? C'est un peu l'idée là, de faire ça. Ça, c'est les villes, grosso modo, très rapidement. Hier soir, j'ai mis des points jaunes là, qui disent, disons que ça, c'est les villes. Et là, il y a des circuits, tranquillement, partout, de façon asymétrique, qui vont se mettre en place dans les Amériques. Là, je vais rapidement, voilà, donc, tranquillement, il y a des réseaux qui vont se dessiner. Les pitons bleus, là, ce sont des outils. Nous, on a mis en place un carnet de la francophonie des Amériques, une technologie avec un téléphone où on a une géolocalisation. Je me retrouve à Lafayette, je veux savoir où sont les francophones. La géolocalisation m'a amené à des services, des restaurants, le codophile, etc. Je peux me rendre directement à la porte. Donc, on va se donner des outils numériques comme ça. On va se connecter, on va créer des liens dans les Amériques. C'est ça notre but. Et là, je ne pèse pas sur le bon piton. Voilà. OK, donc, c'est vraiment pour nous un projet. Je ne me souviens plus de quel les panélistes parlaient. On a besoin d'un projet de société. Un projet il y a eu un moment où on a besoin de se diviser pour s'organiser, puis il y a des moments où on a besoin de se reconnecter, de retisser des liens pour avancer. Nous, on pense là, que ça brise l'isolement, ce projet-là, entre nos organisations de développement, que ce soit les communications, l'économie, la culture. Ça nous amène à travailler ensemble. On pense que ça brise l'isolement entre les villes, entre eux autres mêmes, les chicanes de clocher, comment il s'appelle, Fred Pellerin, hein, qui disait, connaissez Saint-Élie de Caxton? Fameux village qui s'est bâti sur des histoires, sur des légendes avec Fred Pellerin. Puis il disait, bien, si Élie peut faire ça, Saint-Élie peut faire ça, pourquoi qu'un village à 22 km ne pourrait pas le faire aussi, puis travailler ensemble, puis dans un autre 22 km, il y aurait un autre village comme ça. Donc, c'est un peu l'idée de briser l'isolement des villes, briser l'isolement entre les villes et les organismes de la francophonie. Nous, on a une histoire, il y a un moment donné, c'était surtout avec le gouvernement fédéral qu'on avait nos liens. On avait aussi du financement, mais c'est comme si eux autres prenaient soin de la francophonie à l'extérieur du Québec.
Et tranquillement, avec le temps, avec les revendications, tout ça, on s'est rapproché de notre gouvernement provincial. L'Alberta vient de mettre en place une politique de services en français. La Louisiane l'avait faite, mais pas une politique. Eux autres, ils ont fait une loi sur les services en français. D'ailleurs, qui a été collée du Manitoba. Greg Salinger avait remis cette politique au sénateur Lafleur. Le sénateur Lafleur est arrivé à Bâton Rouge, a mis ça comme une loi, et ça l'a passé en français. C'est extraordinaire. Donc, et là, les Manitobains n'étaient pas très contents parce qu'eux autres, ils avaient acheté une politique. Et là, ils viennent de gagner la loi. Donc, on est interdépendants et qu'on peut avancer quelque chose comme ça, hein, le fameux papillon, là, qui a des effets là, de... Bon. Briser l'isolement entre le Canada et le Québec, hein, rapprocher nos communautés. On a vécu nos histoires, on a eu besoin de les vivre, ça a été gagnant pour tout le monde. Maintenant, peut-être qu'on devrait retisser ces liens-là pour bâtir, pour s'avancer dans un respect de chacun de nos autonomies. Briser l'isolement entre les francophones, la francophonie canadienne et la francophonie des Amériques. Il y a quand même beaucoup de ces francophones qui veulent connecter avec cette francophonie canadienne. Nous, au Québec, on a souvent un lien avec la France. C'est quand même quelques heures, la France, là. Mais on a aussi des francophones autour. On est 33 millions, on peut faire affaire ensemble, on peut faire plein de choses ensemble, puis il y en a tellement d'autres qui le veulent. Donc, briser aussi cet isolement-là. Et comme de raison, briser l'isolement entre les cultures autochtones, etc. Donc, c'est ce qu'on... Bien sûr qu'on veut, surtout ici, protéger la diversité culturelle. Voilà, donc ça donne... ici, j'ai un petit bonhomme là, avec le temps. Les gens nous demandent, oui, M. Degagné, dans combien de temps on va avoir des résultats? Il y a eu un temps où on bâtissait des cathédrales. Hein? On faisait des cathédrales, les gens mettaient des pierres, puis ils savaient, ils taillaient ça, puis ils savaient que de toute leur vie, ils ne verraient jamais le résultat. Ils le faisaient pour ceux qui viennent après. Bien, nous autres, on est là-dedans. On fait juste mettre la pierre qu'on a besoin de mettre aujourd'hui, puis on le fait pour les prochains qui vont venir. T'sais? Les résultats, là, prenons le temps. Le temps, là, il joue dans la recette. Si on ne donne pas le temps, ça ne lèvera pas. C'est impossible que ça lève. Le temps fait partie de la démarche. Oui, on cherche des résultats, mais on va, tu sais, comme une recette de gâteau. Si on ne calcule pas le bon temps, ça ne lève pas. Donc, si on en met trop, bien, bon. Et essentiellement, nous, ce qu'on vise, le prochain projet qu'on est en train de mettre en place, c'est empreinte culturelle, sociale. Empreinte. Dans l'économie verte, on calcule l'empreinte écologique, la plus petite possible. On a une méthodologie pour le calculer. On est en train de mettre en place une méthodologie pour calculer notre empreinte culturelle, sociale. De la façon de consommer, la façon de se structurer, de prendre conscience que quand on consomme toujours la télévision, la musique, tout ce qui est culturel en anglais, mais ça me transforme comme petite fleur. T'sais. Donc, on est capable aujourd'hui, dans ce projet-là, de vous donner des outils pour calculer votre empreinte culturelle, sociale. Donc, voilà, grosso modo, je pense que j'ai pris trop de temps. C'est notre bureau. Merci beaucoup. Au plaisir de travailler avec vous.